Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je m'appelle Ajar. Je suis journaliste pour l'émission Trax de Arte. Pour ceux qui doutent, oui, l'émission continue toujours. Elle est sur YouTube. Et donc, j'ai eu l'honneur d'être invitée par Audimat pour animer cette table ronde sur ce que la violence fait au rap. Et avant de rentrer donc, dans le vif du sujet, je vais demander aux intervenants et intervenantes de se présenter. Si vous voulez bien commencer. Moi, je m'appelle Mohamed, je suis podcasteur en main tout faire avec Fusil à pompe, notre collectif qui existe depuis 10 ans. Moi, Nicolas Pellion, donc un des co-auteurs de L'Enfer sur Terre avec Mohamed. Donc, je fais partie aussi de ce collectif qui s'appelle Fusil à pompe, qui est un podcast. Et puis, depuis 10 ans, on a fait des mixtapes, des projets, etc. autour du rap et d'autres styles musicaux. Tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire. Un peu tout et n'importe quoi. Et à côté de ça, j'ai depuis une quinzaine d'années une activité de blogueur sur le rap avec un blog qui s'appelle Pure Baking Soda. Et voilà, j'ai participé à plein d'émissions sur le rap qui ont aujourd'hui toutes disparu. Mais voilà. À cause de qui d'ailleurs ? J'étais le chat noir peut-être. Et moi, du coup, Emmanuel Carinos Vasquez, je suis à la fois doctorante en sciences sociales et ma thèse porte sur la question du rap et de la violence, et ce mot fourre-tout violence, que j'essaye d'aborder un peu de manière scientifique, à peu près. Et je suis aussi critique musicale, essentiellement dans le contexte français, donc rap français. Voilà. Alors, merci pour vos présentations. Je vais me baser donc sur un ouvrage, L'Enfer sur Terre, une décennie de rap-fiction de Mohamed et Nicolas. Je voulais juste donner mon avis vite fait sur le livre, je me permets, que je trouve est un livre très en prise avec son temps, qui nous emmène dans une traversée aux États-Unis pour découvrir justement tous ces rappeurs qui font appel en fait à une méta-réalité un peu pour raconter leur monde, parce que des fois la réalité est tellement absurde qu'on est obligé de faire appel à une autre réalité pour la raconter et qui en fait cristallise tout ça autour de leur texte. Et justement, moi je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez appelé votre ouvrage L'Enfer sur Terre, une décennie de rap-fiction, surtout l'enfer et la rap-fiction. Très franchement, le titre, c'est pas qu'on l'a pas choisi, mais il est venu tout seul en fait. On a commencé à écrire au départ, notre idée c'était juste de parler d'une décennie de rap, sans savoir ce qu'allait en sortir. Et c'est juste en mettant les mains dans ce sujet, ce qui est ressorti, c'est ce que tu as dit, c'est ce côté, alors je dirais pas absurde, mais presque insupportable de la violence en général aux États-Unis, sous toutes ses formes, qu'elles soient racistes, qu'elles soient institutionnelles, écologiques, etc. Il y a tout un certain nombre de violences en fait, qui nous sont revenues au visage et qui, accumulées, donnent un côté un peu infernal, un peu cauchemardesque. Parce qu'en fait, le livre a failli s'appeler aussi Le cauchemar américain. Et finalement, on a choisi L'Enfer sur Terre, aussi parce que c'est une référence à Hell on Earth de Mobb Deep. Hell on Earth, whose necks are gonna be first? The project is frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, hey yo, it's right in front of your eye. Yo. Et que ça nous fait plaisir de faire cette référence, qui en plus, je pense, a du sens quand on est des Français qui parlent de rap américain, parce que Mobb Deep et ce morceau Hell on Earth, c'est un pilier pour les Français. C'est presque, proportionnellement, c'est presque plus important pour les Français que pour les Américains. Alors c'est évidemment extrêmement important pour les Américains, ce morceau, mais en France, Mobb Deep, ça a vraiment été un point d'ancrage. Ça a imposé une vision qu'on a du rap américain et qui perdure encore aujourd'hui en grande partie. Donc en fait, c'est venu assez naturellement, sans qu'on réfléchisse plus que ça. Oui, je confirme ce qu'il dit Nicolas. Mais oui. Alors nous, ce qui nous a frappé avec le rap américain, c'est toute la violence que les rappeurs ont pu subir dans leur carrière. Donc on peut passer par K, le rappeur de Brooklyn, qui est un héros du 11 septembre, qui a vécu une violence avant d'être rappeur, et Dre the Ruler de Los Angeles, qui a subi une autre violence parce qu'il a refusé d'être dans un gang, qui a décidé d'être libre et qui a en payé le prix en perdant la vie. Et moi, je pense aussi que par rapport au rap français, le rap américain est plus ancré dans la réalité, à mon humble avis, je pense. Puis aussi, comme on est dans un contexte américain, encore une fois, depuis la France, c'est aussi pour notre génération qui avons grandi dans les années 90, on va dire, avec une image très idéalisée de l'Amérique, parce qu'on
on a été élevé dans le soft power américain, en fait, avec des films qui nous a présenté l'Amérique comme un paradis, en réalité. Et c'est en grandissant et finalement en s'intéressant vraiment à cette culture et à ce pays, se rendre compte que c'était tout l'inverse, quoi. Alors c'est pour ça qu'après, dans notre livre, il y a aussi ce côté un petit peu fantastique, métaphysique, etc. Mais de se dire que finalement, c'est juste un grand pays qui est construit sur un cimetière de plein de choses horribles. On est plus proche de l'enfer que du paradis ou du rêve. Et toi, Emmanuel, en lisant l'ouvrage, est-ce que tu as pu mettre du sens sur ce titre, justement, par rapport à ce que Nicolas et Mohamed nous ont expliqué là ? Oui, moi je souscris complètement au truc sur l'importance de Mobb Deep dans le rap français, enfin pour en tout cas le public français. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est que je trouve que c'est un livre qui donne un exemple d'une bonne critique musicale, d'une critique musicale qui est vraiment juste sur le rap, c'est-à-dire à la fois en le considérant comme musique et vraiment jamais en sortant de la musique, en étant extrêmement précis sur la musique, avec aussi cette multiplication des références, parce que la musique c'est quelque chose qui fait écho à des choses qu'on a en nous aussi, tout en rappelant, et Mohamed l'a bien dit, de quoi ça part, quoi. Le contexte social qui effectivement aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Nous on reste quand même un pays où il y a encore des choses comme la sécurité sociale. Les États-Unis, c'est plus un pays du tiers-monde avec des gens extrêmement riches, quoi. Enfin, qui coexistent un peu ensemble. Le passage sur Flint, d'ailleurs, je trouve que c'est à la fois dans le livre, c'est beau comment c'est dit et tout, et en même temps complètement consternant. Et c'est donc du coup une manière de bien écrire en tenant ces deux fils. Ni en fermant les yeux en disant ah on parle que d'art, c'est bon, on parle pas de la société, on parle pas de politique, machin, ni en faisant la torsion inverse et en rappelant ce que c'est, quoi. Ce qui est sûr, si je peux juste revenir sur ça, dans mon parcours d'auditeur, j'ai mis du temps en fait à comprendre. En étant plus jeune, il y a un moment où je me suis dit non, effectivement, c'est de la musique, c'est différent du sociologique, de la société, etc. En fait, je me suis rendu compte, puisqu'on est là pour parler de violence aussi, que c'était une violence en soi, de prendre cette position, de se dire je mets un voile d'ignorance en fait sur d'où ça vient, sur ce qui se passe, sur pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi ça parle de ça. Il y a toujours ce côté ambivalent avec le rap de se dire c'est de la musique, mais en même temps pas que. Et je pense que c'est important de le redire parce que, en tout cas en France, je connais moins les discussions que peuvent avoir les auditeurs américains, mais en France c'est des discussions qu'on a eues tout le temps. Et il y a eu des périodes qui ont chassé l'autre. Des fois on se disait que c'est que politique, parfois on se disait non c'est que de la musique, le politique c'est autre chose, le rap conscient ça nous fait chier, etc. En fait c'est vraiment important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas les détacher. C'est de la musique, mais oui, il y a un contexte derrière. Il ne faut pas les décorréler, et voilà, quoi. Et le livre, pour le coup, le fait très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant, beaucoup. Mais du coup, je le dis publiquement. Et justement, est-ce que c'est pour ça qu'il y a ce mot valise rap-fiction qui apparaît dans votre titre ? Enfin, est-ce que c'est pour cette volonté de rappeler que c'est à la fois de l'art et aussi une histoire de violence ? Oui. Et puis... parce que, encore une fois, on est sur un thème qui est un peu central dans le rap, c'est ce côté un peu équivoque en fait. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est de la fiction ? Est-ce que c'est les deux ? It's fictional. Mohamed parlait de Draco The Ruler, qui est un rappeur qui est décédé il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans je crois. Et dans l'un de ses derniers albums, il y a une chanson qui s'appelle Fictional, où il répète en boucle « Might sound real, but it's fictional ». Donc ça pourrait sembler réel, mais c'est de la fiction. I'm a real nigga and you fictional. I can never ever let a broke bitch get to me. It might sound real, but it's fictional. I love that my imagination gets to you. I'm a real nigga and you fictional. I can never ever let a broke bitch get to me. You fictional. It's fictional. You fictional. Don't worry about the story cause it's fictional. Tout en disant ça, il répète aussi que lui, il est vraiment le personnage qui campe dans cette chanson. Donc on est perdu. Est-ce que tu nous mens ? Est-ce que tu dis la vérité ? Etc. Donc il y a toujours cette espèce d'entre-deux. Et en surcouche à tout ça, c'est qu'il nous dit tout ça c'est de la fiction, moi je suis un gentil garçon, etc. Mais cet album est enregistré depuis un téléphone en prison. Donc on est tout de suite en l'écoutant reconnecté à quelque chose de très réel et de très concret, à savoir qu'il est incarcéré, qu'il est à ce moment-là menacé de très très longues peines, voire pire. Prison à vie. De prison à vie, voilà. Et du coup, c'est vrai que cette chanson, tous les deux, elle nous a beaucoup marqué, on en a beaucoup parlé. On l'a un peu vécu comme presque le bout du gangsta rap, quoi. Et qui renvoyait quelque chose en tant qu'auditeur
qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de se divertir avec quelque chose qui est extrêmement concret. C'est-à-dire que lui, il fait sa chanson en étant en prison, il l'enregistre au téléphone pour communiquer avec des gens à l'extérieur. Donc ça nous fait réagir. Et en même temps, c'est lui qui assène non mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et donc on était complètement perdus. Et donc on était dans cette espèce d'ambivalence de réalité et de fiction qui, en fait, avec du recul, a traversé quasiment toute l'histoire du rap. Parce que parfois, il faut se protéger de ce qu'on se dit, de ce qu'on raconte, etc. Mais qu'en même temps, on va forcer un petit peu les rappeurs à donner l'impression qu'ils ne jouent pas et qu'ils sont vraiment les personnages dont ils parlent dans leurs chansons. Donc il y a une demande des auditeurs à ce que ce soit vrai, entre guillemets. Enfin bref, il y a une espèce de nœud qui est impossible à dénouer. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Voilà, je sais pas. French Montana disait aussi, on peut pas, parce que donc lui, il a un label qui s'appelle Cock Boys. Il répétait, on peut pas avoir un label qui s'appelle Cock Boys en étant vraiment un Cock Boys. En gros, on peut pas avoir un label on peut pas se vanter qu'on vende de la coke dans ses chansons si on est vraiment un dealer de coke. Mais en même temps, les gens qui l'écoutent, ils veulent vraiment avoir l'impression qu'il en vend. Donc bref, je pourrais comme ça étirer cette idée pendant des heures. C'est que le rap, il est plein d'exemples comme ça où la réalité et la fiction en fait ne font qu'un. Il est impossible de trancher, comme dans un film fantastique ou un roman fantastique où à la fin on se demande est-ce qu'on a rêvé ou pas, est-ce qu'ils ont vraiment vécu de ce dont ils parlent ou pas. Voilà, c'est le côté équivoque. Cette tension entre la licence esthétique et une éthique du dire vrai qui, en fait, un peu le moyen esthétique d'être efficace dans le rap, c'est d'avoir l'air vrai. Cette tension-là, c'est vrai qu'elle est structurante dans l'histoire du genre. Elle s'exprime différemment selon les contextes et selon l'histoire. Et je voulais revenir sur le côté différence rap américain et rap français. C'est vrai que moi, quand je pense à ça, là, vous parlez d'un gars qui était en prison et tout. À titre d'exemple, en France, de comparaison, pardon, on a Orelsan qui, après la polémique sur Sale pute et tout ça, commence à dire dans ses chansons, je sais pas si je suis misogyne ou si c'est du second degré, je le saurai peut-être le jour où j'arrêterai d'écrire des chansons où je tape ma petite copine et des choses comme ça. Et je me dis, c'est vrai que le jeu là sur l'ambiguïté et les problèmes dont il parle sont pas exactement équivalents, quoi. Il y a un côté un peu, bon, ok, nous on a ça en France, quoi. Mais c'est pas vrai, le rap français évidemment se limite pas à Orelsan, heureusement. Est-ce que du coup le rap fiction, c'est une tentative pour les rappeurs et rappeuses de trouver un équilibre entre l'exploitation de la violence et la promotion d'un rap plus inoffensif, ou bien c'est une stratégie des rappeurs pour transmettre un message puissant, mais parfois de manière cryptée, où justement on peut pas leur tomber dessus? J'ai envie de dire que c'est un peu tout. En fait, les rappeurs ils s'adaptent à leur environnement. Par exemple, on peut voir à Atlanta, où on a eu beaucoup de rappeurs comme Gucci Mane, etc., qui nourrissaient leur violence dans ce qu'ils vivaient dans leur quotidien. Moi, ce qui m'intéresse en fait par rapport à cette question, c'est de voir comment ils arrivent, les rappeurs, à sortir en fait de cette pression qu'ils ont tous les jours. Et malheureusement, ils ne peuvent pas en sortir. C'est ça qui est assez triste. Donc les rappeurs, j'ai envie de te dire que ils vivent en fait avec cette violence en eux. Ils essayent de l'extérioriser, mais ils n'arrivent pas, ils la gardent en fait. Et ils l'expriment à travers les mots. Et c'est pour ça que peut-être le langage peut paraître crypté, parce que nous, cette violence, on la connaît pas en fait. Donc ils ont le langage ou la langue ou l'expression de ce qu'ils vivent, et nous, de l'extérieur, moi je suis complètement extérieur à leur vie, en étant en plus à l'autre bout du monde. Donc forcément, la première fois que je les entends, ça me paraît crypté. Et c'est ça, et c'est la pluralité de la violence qui s'exprime en fait à travers les scènes. Parce que la violence qu'on peut voir à Flint est totalement différente à Los Angeles. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et on se rend compte en fait que les rappeurs, ils n'ont pas de position. Ils ne peuvent pas avoir de position en fait dans ce genre musical où ils subissent la violence à tous les niveaux. Qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale. C'est parfois pour cette raison que j'ai du mal avec la réception de certains auditeurs français qui l'écoutent comme une musique sans mesurer la gravité parfois de ce dont on parle, et en même temps c'est une musique aussi pour faire danser et tout. Donc j'oscille vraiment sur cette condamnation morale des fois des auditeurs, et je sais que c'est un rappeur français pour le coup, Soso Manès, rappeur marseillais, qui lui me parlait de la même tension chez lui. Il me disait, il y a un jour il se réveille, il dit putain mais c'est vraiment des bouffons, j'ai envie de tous leur dire mais vous savez pas ce que c'est en fait d'avoir perdu un ami dans les règlements de compte, donc vous avez pas le droit d'en parler en fait, vous avez pas le droit de parler de Kalash, vous avez pas le droit de parler des quartiers nord.
Et le lendemain, il dit en fait, il est quand même fort techniquement, puis c'est sympa comme musique et tout. Et c'est vrai que des fois, d'un point de vue moral comme ça, particulièrement, je trouve aux États-Unis où on parle de choses encore plus graves, quoi. Quoique les quartiers nord de Marseille, c'est quand même quelque chose. Mais il y a des fois une manière de pas réussir à trancher de cette manière, et c'est un peu mon travail de thèse, c'est essayer de non pas donner la bonne réponse morale, mais de circonscrire les contours de ce débat moral et de voir quelles sont les différentes positions des gens, et notamment des rappeurs eux-mêmes. Et justement, sur la réception de cette violence, j'ai envie de dire qui est responsable dans cette incompréhension parfois de cette violence, ou de ne pas comprendre la portée de la violence qui est transmise via les textes. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'industrie musicale ? Est-ce que c'est nous qui écoutons la musique ? Est-ce que c'est les rappeurs qui font nourrir justement ce système ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un mélange de tout ça. Hein. Ça peut tout le monde. Hein. C'est que, bien sûr, l'industrie musicale, l'industrie en général, comme son objectif, c'est après de commercialiser, de faire de l'argent. C'est comme pour tout, hein, dans tous les domaines. Ils vont chercher un petit peu à arrondir les angles pour que ça soit accessible au plus de monde possible. Pour les auditeurs, c'est aussi le fait d'être très loin de ces choses-là, de ne pas se rendre compte. Moi, je le disais à titre personnel, vraiment, hein, j'ai mis du temps avant de faire ce chemin et de poser ces questions-là. Parce que quand on commence à écouter du rap et qu'on a 10 ans, en fait, c'est la réalité dont il parle. Elle est tellement loin de la nôtre et elle paraît tellement surréaliste et irréelle que, en fait, la question de savoir, même si on se répète, oui, lui, c'est le meilleur parce que c'est ce qu'il dit, c'est vrai, c'est tellement déconnecté de notre vie quotidienne à nous qu'en fait, on ne réalise pas que c'est vraiment vrai. Donc, c'est une sorte de déni, ouais, aussi. Si vous deviez faire la même traversée en France, comment vous dessineriez justement ces régions ? Parce que en lisant votre ouvrage, on comprend que chaque région influence justement l'écriture des rappeurs. En France, comme ça, comment vous feriez ? En France, déjà, il y a un aspect très simple, c'est que c'est beaucoup plus petit. Donc, et puis la culture française, même s'il y a des différences régionales, les différences de par la taille sont aussi beaucoup moindres qu'entre quelqu'un qui vit à New York et qui finalement ressemble plus à un Parisien qu'à un habitant de Bâton Rouge en Louisiane. Enfin, c'est l'équivalent, en fait, pour faire l'équivalent de notre côté de la mer, de l'océan, ce serait de faire une carte de toute l'Europe, en fait, où là on aurait vraiment des cultures différentes. Alors en plus on aurait des langues différentes, mais on tricherait un peu. Mais traverser les États-Unis, c'est passer par des cultures qui parfois, on a l'impression qu'on a changé de pays. Hein. Donc forcément, la production culturelle, ce que font les artistes, c'est aussi très différent. Donc c'est pour ça qu'en le faisant en France, le jeu il serait vraiment différent. Ce serait intéressant à faire. Moi, je m'en sens pas du tout capable. Ce serait plutôt à Manu de le faire. Mais c'est vrai, ce serait intéressant. Surtout que je ne sais pas si ça a déjà été fait. Si, je pense que si. Mais il y a de vraies différences aussi d'une région à l'autre en France. Alors le rap local d'une région à l'autre, il est identifiable tout de suite, etc. Donc c'est un travail qui serait vraiment intéressant à faire, je pense. En plus, contrairement au passé, au niveau des sonorités, il y a des vraies différences qui sont mises en place. C'est des choses qu'on ne voyait pas dans le passé en France. Le son marseillais n'a absolument rien à voir avec le son parisien. Donc peut-être que ça serait Paris-Marseille. Ça ferait 10 pages, mais bon. Oui, c'est ça. C'est ça un peu le problème, c'est que je pense que c'est pas tellement différent. Il n'y a pas vraiment de scène au même titre que là, celle qu'on voit, je pense, en France, parce que même le rap marseillais, qui a quand même une identité propre, où on peut dire aussi la scène de Nice, le 91, des choses comme ça. En vrai, oui, voilà, effectivement, ça ferait 10 pages de différence, et c'est dur de trouver quand même un fil conducteur logique comme celui que vous trouvez, vous, à chaque fois sur chaque scène en France. Par contre, moi, c'était plus de me dire, si on devait prendre l'angle de rap fiction, quel rappeur, en fait, moi, je me disais, de quel rappeur je parlerais. Je me suis dit, les rappeurs d'Enfage, tout ce qui est horrorcore à la française, sûrement. SCH pour son côté tension, réalité, fiction. Peut-être des gens un peu comme Desporuti, des trucs comme ça, mais j'ai trouvé beaucoup moins d'exemples que vous sur ça. Après, en creusant, on en trouverait. Hein. En fait, moi, je pense à Booba de Temps Mort, par exemple. Il y a moyen d'y intégrer Booba, bien sûr, avec y compris tout l'imaginaire qui construit autour de l'esclavage, etc., qui peut faire écho à des choses dont on parle dans le livre. Mais oui, en fait, oui, c'est vrai que c'est surtout qu'en termes de ça, si on devait refaire le même livre avec des Français, en fait, il faudrait faire, plutôt que de faire une carte, il faudrait faire une suite de portraits d'individus. Oui, je pense aussi.
pour que ça puisse fonctionner. Mais étant donné que les scènes locales sont moins fortes qu'aux États-Unis, c'est logique qu'on ne peut que parler des artistes, ça c'est sûr. Rien n'a changé à part le change. Je demande un temps mort, c'est malheureux, je reviens, c'est dangereux. Écoute ça, écoute un peu ma banlieue. Dans mort, encore nous c'est dangereux. Rien n'a changé à part le change. Je demande un temps mort, c'est malheureux, je reviens, c'est dangereux. Écoute ça, écoute un peu ma banlieue. Dans mort, encore nous c'est dangereux. Je voulais aussi rebondir sur autre chose par rapport à la date. En fait, en lisant l'ouvrage, vous faites partir votre ouvrage de 2010. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tournant de 2010 pourquoi est-ce qu'on commence à partir de 2010 de parler de rap fiction? Alors, si ça part de 2010, c'est simplement parce que nous, on voulait faire cette espèce de bilan de la décennie. Mais est-ce que 2010, c'est vraiment un tournant? Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Difficile à dire. Oui, après 2010, ça correspond à la domination, au début de la domination d'Atlanta, qui est dans l'histoire en fait est la plus grosse domination, qui a duré à peu près 15 ans, donc du jamais vu dans l'histoire du rap. Et justement, ces rappeurs, ils utilisent vraiment la fiction, voire le cartoonesque, comme Gucci Mane. Donc, je pense que 2010, on a choisi 2010 aussi parce que Atlanta a été la scène la plus importante de cette décennie. Oui, et c'est vrai que du coup, ce côté avec Gucci Mane dont tu parles, qui devient en fait, c'est vrai, à ce tournant, qui devient presque le point central du rap. C'est-à-dire que soit on est Gucci Mane, soit on est quelqu'un qui l'a écouté ou quelqu'un qui s'en inspire aux États-Unis pendant longtemps. Peut-être encore aujourd'hui, c'est peut-être les enfants des enfants de Gucci Mane, mais il est très important à ce tournant-là. Et c'est vrai que c'est lui qui, dans son style et dans sa façon d'écrire et de choisir ses productions, va mettre en avant ce côté. Les rappeurs sont presque des personnages de dessins animés, complètement irréels, et parler de choses extrêmement violentes, extrêmement rudes, mais avec cette espèce d'enrobage cartoon qui le rend peut-être moins dur à l'écoute, quoi. Est-ce que vous avez vu aussi une évolution dans l'esthétique, par exemple, moins des textes, mais plutôt des clips? Parce que quand tu parles de cartoon, je vois déjà genre des images, j'ai le clip de Jay-Z en tête, j'ai le travail de Childish Gambino en tête. Est-ce que ça a aussi infusé dans l'esthétique de l'imagerie? Ça existait déjà, en fait, je pense. Oui, ça existait, ouais. mais en ce qui concerne les clips, j'ai envie de te dire que, étant donné qu'on était dans l'ère de la mixtape, donc ils faisaient des clips du jour au lendemain et il y avait très très peu de moyens, mais il arrivait parfois que l'album soit entièrement clippé, par exemple avec Gucci Mane, mais j'ai envie de te dire, c'est par rapport aux moyens où il y a une vraie différence pour le clip. Où là, vraiment, c'était bricolé avec des producteurs locaux, comme le fameux Jordan Tower. Peut-être que du coup, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on dit, on est en train de dire là, c'est que les clips, c'est presque devenu des snuff movies, des trucs très réels, parce que comme il y a moins de moyens, en fait, ils posent un téléphone ou une caméra dans leur quartier, et on voit les gens qui vivent et qui font n'importe quoi, parce que c'est une vidéo, etc. Mais comme il n'y a plus beaucoup de moyens dans la musique à ce moment-là, en fait, les clips deviennent beaucoup plus réalistes, entre guillemets. C'est des moments captés avec la musique qui passe derrière. Et il faut dire aussi que la musique était gratuite à l'époque. Oui. Donc oui. c'est pour ça aussi. C'est ce qui explique peu de moyens pour les clips. Est-ce que tout le rap ne serait pas de la fiction? Comme je dis, on peut pas trancher. On peut pas trancher en fait. Ouais. C'est que oui et non. Donc c'est en fait on revient à ce qu'on disait au départ. Ça dépend des scènes, ça dépend des rappeurs. Mais il y a des rappeurs qui ont vraiment vécu des choses qui en parlent dans leurs morceaux. Mais par exemple Boldy James, qui l'explique très bien dans son album. Mais on peut pas en fait juger le rap américain de manière globale, c'est impossible. Oui, puis on revient à cette chanson de Draco The Ruler dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est les deux en même temps en fait. Et c'est ce côté, qui nous fascine. C'est
Oui, ça part de la réalité, et ce qu'ils disent, c'est concret, et après, ça redevient réel, même après la chanson, avec des impacts réels, parce que les chansons vont avoir aussi des impacts sur leur réalité, mais en même temps, pendant ces 3 minutes 30, enfin aujourd'hui c'est plus 1 minute 30 les chansons, mais en tout cas pendant le temps d'écoute, ça devient de la fiction. C'était réel avant, ça devient fictionnel pendant le temps d'une écoute, et puis ça redevient réel après, puis ainsi de suite. Donc trancher entre les deux, ça me paraît impossible. Ceci dit, ça, c'est des débats qu'il y a aussi sur des genres un peu liminaires, genre l'autofiction, par exemple, en littérature. Genre Christine Angot, bon, voilà, les trucs que j'aime pas forcément, mais qui apportent ce truc de, bon, bah, où est la fiction et la réalité ? Est-ce qu'à partir du moment où on rentre dans une chanson de rap, il y aurait un pacte fictionnel tissé avec les auditeurs ? Comme quand on rentre dans une salle de cinéma, ou comme quand on ouvre un livre, même si le livre prétend être une autobiographie, par exemple. C'est une question qui se pose aussi pour d'autres genres. La différence, je trouve, avec le rap, c'est que le pacte fictionnel est plus ambigu que ça, puisque c'est un pacte fictionnel où on dit oui, là c'est une chanson, donc j'écoute une chanson, pas un journal intime de quelqu'un ou un aveu ou un compte-rendu de police, par exemple. Mais en même temps, le gars qui est en train d'interpréter cette chanson où vous dites c'est un contrat fictionnel n'arrête pas de vous dire ce que je dis c'est vrai, ce que je dis c'est réel. Et donc c'est ça la force après du genre et qui pose des problèmes après judiciaires notamment, mais on en parlera peut-être plus tard. Et je voulais aussi poser la question sur ce pacte fictionnel. J'ai l'impression que certains rappeurs essayent de... Peut-être que ce poids de la responsabilité sociale, ils veulent parfois s'en retirer, et c'est pour ça qu'ils utilisent la figure du Messie. Je pense notamment à Kendrick Lamar, qui parfois se présente un peu comme figure messianique, et messianique, pardon, oh my god, messianique, Jesus. Non, mais justement, est-ce qu'ils essayent justement d'adopter une approche plus distanciée, ou est-ce que c'est plus pour continuer à nourrir cette fiction ? C'est vrai que Kendrick Lamar, alors on est sur autre chose, c'est que lui, c'est plus que... Il y avait des attentes sur lui. All's my life I has to fight, nigga. All's my life hard times like yeah, bad trips like yeah. Ce côté messianique justement, parce qu'il a sorti un album au moment où aux États-Unis c'était la montée de Donald Trump, etc. Toute cette nouvelle extrême droite qui montait en puissance. Lui, en fait, émerge à ce moment-là avec souvent des opinions, des points de vue. En tout cas, les gens ont l'impression d'entendre ses opinions et ses points de vue. Et tout le monde se dit, Kendrick Lamar, on veut qu'il soit le porte-drapeau des gens qui ne veulent pas de Trump. On veut qu'il soit le symbole de l'Amérique noire, notamment, qui refuse que Donald Trump et ses représentants prennent le pouvoir aux États-Unis. Et en fait, lui, il a passé son temps à essayer de faire comprendre qu'il ne voulait pas du tout ça. Et du coup, non pas devenir un messie ni un personnage, mais à faire des albums de plus en plus intimes. C'est ça. C'est-à-dire sur des questions qui sont extrêmement personnelles et qui ne concernent que lui à chaque fois. Et justement, en répétant tout le temps, en fait, est-ce que j'ai le droit de parler de moi ? Est-ce que l'infiniment petit, il a encore de l'importance ? Est-ce que voilà, me lever le matin pour faire quelque chose qui n'intéresse que moi ? Est-ce que j'ai encore le droit d'en parler, etc., etc. Donc il a refusé, en fait, ce côté messianique. Et pourtant, on lui accole toujours. Et à chaque fois qu'il sortira un album, je pense qu'on attendra de lui qu'il se passe ça. Il a beau hurler sans arrêt mais non, moi je vais parler de ma meuf et puis de mon enfant et puis du fait que ma tante si, etc. Non, on va continuer d'attendre qu'il soit ce messie. Et du coup, il y a une incompréhension en fait dans ce qu'il veut faire et dans ce qu'on attend de lui, qui est assez typique du rap en général. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Scheming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. En ce qui concerne To Pimp a Butterfly, c'est l'album dont Nico parle. Il a très très mal vécu. Il refuse même de le rapper maintenant en concert. Ou peut-être qu'il a dû reprendre entre-temps, mais il fut un temps, il avait arrêté de rapper ses morceaux. Parce que c'est une période en fait, qu'il n'a pas du tout aimé dans sa carrière. Et l'album d'après qui est arrivé a montré en fait, le côté personnel qu'il voulait imposer à l'auditeur. Dark nights in my prayers. Down.
Love and lust. Damn. All of us. Give me a run for my money. There is nobody, no one that'll run me. Oui, donc en fait, il y a à la fois une responsabilité sociale dont il s'extrait. C'est ça. C'est un peu Il ça. veut, oui, c'est ça. Il combat même, j'ai envie de te dire. Il combat en fait ce rôle qu'on lui impose. Et justement, tu le vois dans son dernier album où il parle de sa famille, en fait, mais de manière très intime. Après, sa musique garde... mais en fait, c'est plus qu'il est dans le côté, oui, je veux faire avancer les choses, mais autour de moi, de façon très directe. Et il y a rarement, ou plus rarement, ce côté faisons la révolution. Donc chez Kendrick Lamar, il n'y a même jamais eu, quoi. C'est vraiment, ça reste ce côté très individualiste du rap, en fait, où oui, je vais m'améliorer, on va changer les choses, mais pour ma famille et mes copains, quoi. Et est-ce que justement, endosser ce rôle de responsabilité sociale, ça peut parfois compromettre l'authenticité artistique de certains artistes ? Bah, je pense pas. Kendrick Lamar, c'est le bon exemple, du coup. Puisque, lui, il refuse d'être vraiment d'être un modèle collectif, entre guillemets. Et pourtant, en termes d'intégrité, on ne peut pas faire plus strict qu'il fait la musique, je pense qu'il a envie de faire. À tel point qu'il fait des albums qui parfois, en tout cas pour les 2 derniers, ont pas toujours plu à ses fans de la première heure. Surtout le dernier. Oui, voilà, c'est ça. Il se permet des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on attend de lui, en fait. Donc, je pense qu'il est à la fois intègre et en même temps, il refuse de devenir un homme politique, entre guillemets. J'ai le truc de figure messianique chez Kendrick. J'ai aussi l'impression que c'est pas que le côté individualiste du rap qui dit non, mais en fait, arrêtez de me prendre pour un porte-parole, arrêtez de me prendre justement pour une figure messianique que les États-Unis ont connue et que l'histoire noire aussi a connue aux États-Unis et ailleurs. Il y a aussi une critique de cette figure-là, de dire que ça viendrait d'un homme providentiel. Et une critique qui est très d'époque. Mais je pense que dans le rap aussi, ça se double d'un truc beaucoup plus concret. À chaque fois, je cite cette phrase d'un rappeur qui s'appelle Virus qui dit « J'ai toujours trouvé ça suspect, cette manière de faire de nous des éduxpés ». De dire qu'en fait, de vouloir associer le rappeur parce que, pour son milieu d'origine et des choses comme ça, à une fonction qui n'est pas la sienne et qui est en fait censée être la responsabilité de l'État notamment. Voilà, c'est la dimension un peu plus concrète de cette critique de l'homme providentiel, je trouve. Mais il suffit de le voir en France, par exemple, quand les rappeurs ils sont invités chez Laurent Ruquier, par exemple, il fut un temps. Il posait toutes les questions sociales, en fait, autour de la banlieue, par rapport aux soucis qu'il y a dans la société. Et les rappeurs, ils tombaient dans le piège et répondaient, et ça devenait des discussions interminables et pas de promo pour leur album. Et que c'était pas et en plus c'était pas les bonnes personnes à interviewer. Je pense à la séquence 2005 où on demandait à DC's de parler de 2005. Pourquoi tu ne parles pas aux gens qui sont les acteurs des révoltes de 2005 en gros. Mais voilà, classique.